Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle vidéo sur le thème de la sélection d'une entreprise de travaux sérieuse. Comment sélectionner une entreprise de travaux de bonne qualité, sérieuse, surtout quand on est expatrié à des milliers de kilomètres de la France. Donc dans cette vidéo, qui est en gros, grosso modo, une petite synthèse de la vidéo précédente où j'ai interviewé Pascal, qui représente une société voilà, de BTP avec qui j'ai travaillé, avec qui il a travaillé avec des connaissances à moi et qui a livré grosso modo 100% de ses chantiers. Donc c'est un interview qui dure plus de 2 heures, donc là je vais essayer de synthétiser. Et bien entendu, si tu veux aller dans les détails, dans les anecdotes qu'il a pu avoir, je t'invite à cliquer sur la vidéo précédente ou la vidéo que je te mettrai en description de celle-ci, ainsi que le lien que je te mettrai en fin de vidéo. Donc conseil, moi personnellement j'ai eu pas mal de problèmes avec une entreprise de rénovation qui m'avait été recommandée par un agent immobilier, et dans les conseils que je vais donner, notamment il y aura un conseil qui va te prémunir contre le problème que moi personnellement j'ai eu. Donc quels sont les points méthodiques à voir pour éviter justement les mauvaises surprises qui sur le temps te feront perdre du temps, de l'argent et de l'énergie. Et on sait qu'aujourd'hui l'une des ressources les plus importantes, c'est notamment le temps, parce qu'une fois que le temps est perdu, on ne le rattrapera jamais. Donc conseil numéro 1, avoir un réseau fiable, soit un réseau via des collègues qui sont tout simplement expats et qui ont fait appel à des entreprises en France qui ont su travailler avec des expatriés, ou un réseau de personnes en France qui eux travaillent avec des entreprises qui sont catégorisées comme sérieuses. Ensuite, il y a un deuxième point qui est en fait, comme on est à distance, comme il est difficile d'être sur place et de voir physiquement si les chantiers se passent comme il faut, faire appel à un architecte ou à un maître d'œuvre qui eux vont se charger sur place de monitorer l'avancement du chantier, de voir s'il y a des problèmes, des finitions qui ne sont pas correctes, etc. Et en fait, eux, ils vont grosso modo gérer le projet en mode chef de projet. Bien entendu, ils prennent une petite commission au passage, ce qui est normal, tout travail mérite salaire, mais j'ai envie de dire, mieux vaut payer une petite commission plutôt que de payer un gros acompte et d'avoir l'artisan qui part avec l'acompte. Du coup, voilà, réseau fiable, architecte ou maître d'œuvre pour déléguer la gestion, sachant qu'eux ils ont une capacité de voir les finitions, et en fonction de la qualité de tes finitions que toi tu souhaites, eux ils seront sur place pour mettre un peu le regard dans tout ça et challenger les retouches à faire. J'ai envie de dire, troisième point, est-ce qu'il y a des visites virtuelles de chantier en cours possibles? Donc si on a un artisan qui te dit oui, moi je suis capable de te prendre ce chantier, c'est un immeuble avec plusieurs appartements ou c'est un grand appartement, est-ce qu'il a la possibilité de te faire visiter ce même chantier ou le résultat de son chantier précédent via des photos, des plans Matterport ou des vidéos via WhatsApp? Et bien entendu, cela rejoint un point numéro 4 qui est la digitalisation. Est-ce que l'artisan, est-ce que cette entreprise est digitalisée ou pas? Donc maintenant, voilà, il y a des sites internet, il est très facile de créer un site internet. Moi, je peux créer un site internet en 40 minutes avec une template que je réutilise. Je mets ça sur un domaine que j'achète. Bref, en une journée, j'ai un site internet très basique où je peux mettre un chantier, le nom du chantier, Toto, et je te mets chaque jour les photos et l'avancement du chantier. Voilà, tout le monde peut le faire. J'ai envie de dire, même une personne qui n'est pas forcément expert dans le digital peut le faire, ou alors elle paye une entreprise qui, elle, va financer et créer ce site internet. Est-ce que l'entreprise est digitalisée ou pas? S'il n'y a pas forcément de site internet, voilà, il faut que l'entreprise puisse être capable de communiquer via WhatsApp, via Telegram, etc. Aujourd'hui, il y a les mails, il y a des messageries, il y a Office 365 où on peut partager des gros volumes d'informations. Il y a WeTransfer, on peut envoyer des gigas de data via un lien, c'est gratuit, donc tout le monde peut le faire. Ensuite, est-ce que cette entreprise est certifiée RGE Qualibat? Ça, on va dire, ça arrive plus tard, c'est plus dans la validation, on va dire, administrative, mais est-ce qu'elle est certifiée ou pas? Si elle est certifiée, ça aide, ça peut rassurer. J'ai envie de dire, si elle n'est pas certifiée, en soi,
c'est pas un blocage si la personne qui travaille délivre. Voilà, voilà, c'est à toi de voir, est-ce que tu veux être carré sur les certifications, etc. Moi personnellement, je préfère quelqu'un qui n'a pas de CV, qui n'a pas de qualification, mais qui est sûr de délivrer et qui se donne à 200% pour livrer un chantier, plutôt qu'une personne qui a toutes les qualifications et qui reste sur son canapé à ne rien faire, qui encaisse les acomptes et qui fuit les réalités des choses. Mais c'est bien également de voir si l'entreprise est certifiée, donc RGE, Calibat. Ensuite, au niveau des devis, si l'entreprise est digitalisée, elle sera capable de faire des devis électroniques avec signature électronique et extrêmement détaillés et précis avec des timelines. Timeline, c'est quoi? Tu as un chantier, il a été négocié que le chantier serait ou sera livré sous un mois, bah, tu peux mettre, allez, première semaine, curage du chantier, semaine numéro 2, électricité, je sais pas, isolation, électricité, plomberie, bref, semaine numéro 4, livraison, finalisation complète. Tout ça peut être négocié encore une fois, mais bien entendu, il faut que le devis soit clair. Quelles sont les matières, quels sont les équipements que l'entreprise va acheter et poser sur le chantier pour éviter qu'il y ait le moindre comment dire, malentendu, j'allais dire misunderstanding en anglais, donc malentendu. Je donne un exemple, moi j'étais sur Mulhouse, j'avais un chantier, donc c'était un appartement qui devait être rénové, je reçois le devis et je vois que sur tous les postes de rénovation, il n'y a aucun poste sur la partie électricité. En fait, l'artisan voulait garder le système électrique précédent et rénover tout ce qu'il y a autour. J'ai dit non, vous me rénovez toute la partie électricité. Donc ça a été rajouté et j'ai payé 1 500 €. Mais au moins, il n'y avait pas de surprise. Je préférais qu'on rénove toute la partie électricité, que je sois tranquille sur 10 ans plutôt que faire rappeler quelqu'un après parce qu'une personne ou un locataire s'est blessé ou électrocuté. Je voulais éviter ça et c'est pour ça qu'il est important d'avoir des devis qui soient détaillés et clairs. Ensuite, autre point, est-ce que l'entreprise est habituée à travailler avec des expatriés, oui ou non? Si ce n'est pas le cas, il faut challenger l'entreprise si elle a la capacité de communiquer via des méthodes, soit téléphone ou encore une fois tout ce qui est WhatsApp, Telegram, etc. Si l'entreprise n'est pas habituée à travailler avec des expatriés, elle s'attend peut-être à ce que tu viennes physiquement voir ce qui se passe sur le chantier. Donc encore une fois, si cette entreprise n'est pas habituée à travailler avec des expatriés, pour moi il y a deux solutions. Première solution, comme évoqué tout à l'heure, architecte ou maître d'œuvre qui va te représenter physiquement en France alors que toi tu as des milliers de kilomètres. Ou deuxième point, avoir un accord j'ai envie de dire écrit avec cet artisan pour que chaque début de semaine ou chaque fin de semaine, j'ai envie de dire début de semaine point téléphonique, fin de semaine point téléphonique, plus sur soi les photos pour voir l'avancée du chantier. Ça c'est très important. Ensuite, établir un contrat solide avec des termes clairs. Termes clairs, j'ai envie de dire, donc contrat solide, j'ai envie de dire encore une fois timeline, en combien de temps donc le chantier commence, en combien de temps le chantier sera livré. Que se passe-t-il si le chantier n'est pas livré? Est-ce qu'il y a des pénalités financières, etc., etc. Tout ça, tu vas me l'écrire sur le contrat que tu vas avoir avec l'entreprise, sachant qu'un devis signé est considéré comme un contrat. Donc tout ça peut être écrit en petite note dans le devis. Ensuite, au niveau des tranches de paiement, ne fais pas l'erreur comme moi. Alors moi, on m'a recommandé l'artisan, etc. à la base. Alors, je ne parle pas de la précédente vidéo que j'ai faite, mais d'un artisan que j'avais fait confiance sur mon premier chantier. Donc j'étais un peu nouveau, voilà, newbie, j'ai fait confiance, etc. Bon, je me suis fait un peu carotte, faut être clair. Mais bon, ça m'a aidé à être beaucoup plus résilient et regardant sur les chantiers d'après. Au niveau des tranches de paiement, donc normalement on a 20% d'acompte, 20-30%, ça peut dépendre sur le démarrage du chantier. Ensuite on a un deuxième acompte de 30% à la moitié du chantier et ensuite donc 30-30-60, 40% à la fin du chantier. Moi j'ai déjà vu aussi 40-40, 20%. Donc ça également ça se négocie. Ta première tranche tu la payes
quand est-ce que tu commences à payer ta deuxième tranche. Ça, tu peux mettre des conditions claires. Je paye ma deuxième tranche au moment où j'ai mon isolation, électricité, la plomberie. Si ce n'est pas fait, tu ne payes pas. Voilà. Tout ça, ça peut être clarifié sur le devis, grosso modo sur le contrat. Et j'ai envie de dire, si tu veux même aller plus loin dans la négociation avec l'artisan, donc ça c'est pour les gros chantiers. S'il y a un gros chantier et que l'artisan ou la société de BTP veut absolument en fait gagner cet appel d'offres pour avoir le chantier, ce que tu peux négocier, bon après ça dépend effectivement de la société, est-ce que la société a les reins solides ou pas, et en général quand ils disent non c'est qu'elles n'ont pas les reins solides, c'est à dire que financièrement elles ne sont pas solides, c'est que en fait tu vas payer ta première tranche ensuite en fait en décalé lorsque les travaux de la première tranche sont réalisés. Donc j'ai envie de dire tranche plus 1. Je la fais simple, plutôt que de payer ta première tranche alors que l'entreprise n'a pas commencé les travaux, tu négocies avec l'entreprise pour qu'elle commence les travaux, elle réalise la tranche numéro 1 pour que toi tu payes la tranche numéro 1. Grosso modo, tu payes ta tranche à la livraison du palier de cette tranche. Donc ça, faut négocier. Alors moi, je l'ai déjà fait. Par contre, toi, si tu es avec une nouvelle entreprise que tu connais pas, voilà, faut prendre le temps de négocier, etc. Si l'entreprise est motivée, si c'est une entreprise sérieuse, elle a la capacité financière pour livrer en toute sérénité, cette entreprise te dira oui. Si elle te dit non, c'est qu'il y a peut-être anguille sous roche. Soit c'est une entreprise d'escrocs qui voulait encaisser ton acompte et partir, ou soit c'est une entreprise qui n'a pas la capacité financière, ne serait-ce que d'acheter les équipements, le matériel, etc. pour commencer ton chantier. En général, ça c'est un red flag, c'est un warning. Une entreprise qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de fonds propres, qui n'a pas de liquidité dans son bilan, j'ai envie de te dire, au moindre problème, elle reviendra vers toi en te demandant d'allonger un chèque supplémentaire pour qu'elle puisse continuer. Et on sait que c'est alors je vais pas dire de l'escroquerie, mais c'est en gros une banane, hein. Faut dire les choses comme elles sont. Voilà, donc encore une fois, si tu as des questions, n'hésite pas. Encore une fois, là je t'ai synthétisé la discussion que j'ai eue avec Pascal dans une vidéo précédente qui dure plus de 2 heures, et on a évoqué justement les chantiers que j'ai eu avec lui, les chantiers qu'il a pu avoir avec des connaissances à moi, des anecdotes qu'il a pu avoir, des chantiers sur lesquels je l'ai mis qui avaient été abandonnés par d'autres artisans complètement escrocs avec qui je suis parti au tribunal, avec qui je vais être en appel au mois de novembre. Donc voilà, j'espère que tous ces conseils pourront t'aider. Encore une fois, n'hésite pas à regarder la précédente vidéo où j'interviewe Pascal, très importante si tu penses contracter avec des artisans, avec une entreprise pour faire un chantier. Et encore une fois, n'hésite pas à t'abonner, liker cette vidéo, n'hésite pas à commenter si tu as la moindre question, anecdote, et moi je lis tous les commentaires et je me ferai un plaisir de te répondre. Et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.